Donc je vais... alors à l'origine, Françoise m'avait demandé, veux-tu faire quelque chose sur le cloud? Ouais, le cloud, il faut déjà bien comprendre les enjeux du cloud. Et bon, j'ai travaillé ce que c'est les problèmes de sécurité du cloud. Et en fait, je me suis aperçu que ce n'était qu'un sous-domaine de la sécurité en général. Et donc de la cybersécurité dans un terme encore, une acceptation encore plus générale. Et donc avant de plonger dans le cloud, donc je vais vous faire quelques rappels sur la cybersécurité. Alors j'ai eu beaucoup de mal cette semaine, car elle a été très très riche. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les news. J'ai jeté l'éponge hier soir. Hier soir est sorti Babar. Quelqu'un a écouté Babar? Voilà. Hier soir, Babar, qui a plongé comment les Canadiens ont réussi à trouver Babar, etc. etc. Donc voilà, donc à énième, et toute la semaine, c'était ça. Jeudi, c'est l'annonce que les Anglais, que les services français ont transféré de l'information aux Anglais et qu'il y avait une liaison incestueuse entre Orange et les services. Mardi, je ne sais plus trop ce que j'ai lu encore comme nouvelle. Donc en ce moment, c'est très très riche. D'accord. Et c'est très très riche essentiellement avec Snowden. Alors, on pensera ce qu'on voudra de Snowden. Hein, c'est un traître ou un héros, n'importe. Il y a au moins quelque chose de fondamental qui nous a fait prendre conscience de quelque chose. D'accord. On est tous écoutés. Voilà. Maintenant, on le sait. Avant, on disait à nos étudiants, laissez pas de traces sur Internet parce que n'importe qui pourrait écouter, etc. etc. Maintenant, voilà, tout le monde le sait, tous écoutés. Voilà, c'est un fait. On n'y échappe pas. Et donc, on va voir maintenant quels sont les enjeux. Alors, vous avez tous remarqué qu'on est tous dépendants maintenant de l'informatique. Françoise l'a dit au tout début. Vous avez tous actuellement, allez, je suis sûr que chacun là a au moins 3 ordinateurs sur lui, sinon 4. D'accord? Vous avez tous un téléphone. Probablement c'est un smartphone. 2 ordinateurs d'un coup. Vous avez une carte bancaire, 3 ordinateurs. Vous avez une carte de santé, 4 ordinateurs. D'accord. Vraiment, vous êtes toujours en train d'utiliser l'ordinateur. Vous descendez, vous sortez, vous avez le parking, vous prenez votre voiture, 80 cartes. D'accord. 80 ordinateurs dans votre voiture. Vous êtes constamment en train d'utiliser de l'informatique. Donc l'informatique est ambiante. D'accord. On parle beaucoup de l'Internet des objets. C'est un mot qui commence à sortir, l'Internet des objets. Et là ressort un vieux fantasme que j'entendais quand j'étais plus jeune, le fantasme des objets, des petits objets qui feront une part de calcul, participer à un calcul distribué. Et là, c'est le fantasme de l'objet made in China qui va participer à un cassage de PSA. Et on voit arriver aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans la vie, les petits objets. Et chaque petit objet, des milliards de petits objets, vont paralléliser des calculs. Nous, actuellement, ce qu'on fait à l'université, c'est de paralléliser les calculs pour casser les clés RSA dans des cartes graphiques. Une carte graphique, c'est plusieurs dizaines de processeurs. Donc, au lieu de faire un calcul, on en fait 10, 20, 30, 40 en parallèle. 2 cartes graphiques, 80 calculs en parallèle. Donc, cette idée de l'Internet des objets, elle a un très bel avantage, elle a un risque. Et donc ma présentation va être c'est quoi la cybersécurité et quels sont les risques qui sont inhérents à ce type d'informatique. Donc on va revenir sur une introduction à la cybersécurité, c'est quoi? Du moment qu'on met le mot cyber, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien on va parler des cybermenaces, de la cyberdéfense, etc. Et donc voir très rapidement comment se protéger face aux cyberattaques. Voir 2 mots qui sont très touchés en ce moment. Build. Bring your own device. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver dans les entreprises. Vous venez avec votre tablette, vous venez avec votre smartphone et vous vous connectez au réseau de l'entreprise. D'accord. Et ça pose des enjeux de sécurité qui sont non négligeables. D'accord. Et puis on va voir le cloud. Et puis finalement, on tirera quelques conclusions pour terminer la journée. Alors c'est quoi donc la cybersécurité? C'est rien d'autre que la sécurité des systèmes d'information, la sécurité de votre PC, la sécurité de votre téléphone, etc. Sauf que maintenant, tout est interconnecté. Étant interconnecté via un réseau,
réseau GSM, réseau Wi-Fi, réseau Internet, etc. C'est beaucoup plus simple pour un attaquant d'infecter énormément d'éléments. Donc ce qui était difficile apparemment sur une machine va se complexifier du fait que tout le monde est relié à travers les réseaux. Donc à partir de là, cette sécurité des systèmes d'information, eh bien on va voir qu'elle va se complexifier avec cette notion de réseau. Alors il y a tous ces dérivés, donc la cyberdéfense, le cyberespionnage, le cyberespace. D'accord ? Donc vous mettez cyber sur n'importe quel mot, de toute façon ça fait bien dans une discussion. Bref, l'idée c'est quels sont les moyens, les techniques pour se défendre contre des attaques. Et alors on pourra voir, on a des problèmes qui sont techniques, des problèmes qui sont organisationnels, on a des problèmes qui sont juridiques, et c'est tout ça qui fait la cybersécurité. Et donc pour faire de la défense, si je veux bien défendre, et c'est ce qu'on apprend à nos étudiants, si tu veux savoir défendre, tu dois savoir attaquer. Celui qui ne sait pas attaquer défendra mal. Et donc à l'université de Limoges, c'est vraiment ça qu'on apprend aux étudiants. Savoir attaquer. Avoir dans la tête l'esprit de l'attaquant. Si tu es capable de te mettre dans l'esprit de l'attaquant, alors tu pourras concevoir une bonne défense. Et vouloir n'apprendre que de la défense à partir de rien, généralement, on n'a pas une très bonne défense. Donc la sécurité, c'est donc prévenir si possible, donc avoir une politique de sécurité, et puis garantir un certain nombre de propriétés, et André les a rappelées tout à l'heure, essentiellement confidentialité, intégrité et disponibilité du système d'information. Alors quels sont les enjeux ? Ça va dépendre du point de vue. Si vous êtes une entreprise, potentiellement vous avez des enjeux financiers. On vous a volé tous les comptes ont été piratés, tous les numéros de carte bancaire ont été piratés. C'est Sony, l'affaire Sony, c'est très embêtant. Juridique, Sony était justement responsable de maintenir au secret ces numéros de carte bancaire. Qu'est-ce qui va arriver à cette entreprise ? L'image fortement dégradée, vous vous faites pirater, quelle confiance on a dans l'entreprise, et donc on s'apercevra qu'en fait, très peu d'entreprises communiquent sur les attaques. C'est pas public, elles sont attaquées. Au ministère, on sait qui, on sait pourquoi, tout est analysé, mais c'est généralement pas des choses dont on va se vanter. Pour les États, on a des problèmes stratégiques. Vraiment la défense nationale. Qu'arriverait-il si, comme dans le scénario de, alors on l'a dit, c'est Die Hard 4, ou Die Hard, je ne sais plus lequel, je n'ai pas regardé, je ne sais pas, où justement il y a quelqu'un qui prend en commande des feux de circulation. Voilà, il commence par tout attaquer. Oui. Vous avez une question ? Non, je disais que c'était le 3. Ah, peut-être le 3, d'accord. Je ne regarde pas d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a un problème stratégique. L'État peut être mis en danger. Et vraiment, la nation, au sens, typiquement, l'attaque sur les centrales nucléaires iraniennes est un vrai problème stratégique. Diplomatique, économique, évidemment pour les États. Et puis pour vous, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Mais il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles il faut se prémunir. En particulier, vous avez le traçage de vos activités. Dès que vous êtes sur Internet, dès que vous êtes sur un réseau, vous laissez des traces. Et vous les laissez pour toujours. Vous avez beau dire, non, j'ai effacé les traces. Non, les traces, elles y sont. Du moment que vous laissez des traces, quelqu'un peut les exploiter. Après, il en fera ce qu'il pourra. Vous avez potentiellement des données personnelles. Et ces données personnelles, à qui elles appartiennent? Est-ce qu'elles vous appartiennent? Mes données m'appartiennent-elles? D'accord? Alors là, on peut se poser la question, dans le cloud, à qui appartiennent mes données? Naïvement, je dirais c'est à moi. Et si vous regardez les contrats d'utilisation, là, vous déchantez. La propriété intellectuelle de vos données est à vous. Mais vous déléguez le droit d'utilisation, de modification, de transfert, etc. aux tiers. Et ce, à vie, et ce, gratuitement. D'accord? Relisez bien Facebook. Vous laissez le droit à Facebook de manipuler vos données. Manipuler, les transformer. D'accord? Ils sont autorisés à transformer, et ce, durant toute leur vie.
Et puis, alors une phrase qu'on aime bien, hein, si quelque chose est gratuit sur Internet, c'est faux. C'est pas gratuit. D'accord? C'est que c'est vous qui êtes le produit. Vous êtes le produit. En particulier, alors j'adore, monsieur Zuckerman, comme ça, d'accord, qui vous remercie. D'accord? Merci. Vous lui avez donné des données pour faire Facebook, vous lui donnez de quoi faire 100 milliards de dollars. Il fait du business sur quelque chose que vous donnez. Imaginez dans la vraie vie, imaginez le paysan qui va donner son lait à la laiterie va faire du beurre, il ne recevrait pas d'argent. Ça, c'est inconcevable dans la vraie vie. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Vous donnez quelque chose pour que quelqu'un fasse du business dessus. C'est hallucinant, mais ça marche quand même. Ça marche même très très bien. Alors les cybermenaces, c'est quoi? Eh bien, c'est un certain nombre d'attaques et on va voir que plus ça va, plus on a d'attaques. Vous pouvez y aller. L'Élysée a été attaqué. Voilà, le Quai d'Orsay, Bercy, les entreprises américaines, Sony, Adobe, tiens, même Adobe a été attaqué. Okay, et puis réseau, Areva, etc. Donc vraiment aujourd'hui, les attaques informatiques sur les entreprises, les États, pullulent. Après, on peut se poser la question, mais la motivation de l'attaquant, c'est quoi? Pourquoi il va faire ça? Rappelez-vous tout au début, les premiers vers informatiques dans les années 80, fin des années 80, hein, c'était une petite bombe qui s'affichait sur votre écran, et boum, je t'ai lu. D'accord, ouais, c'était rigolo, ok, vous avez vu. Maintenant, c'est fini. Maintenant, monnaie. On fait de l'argent. On ne casse plus pour le fun, on casse pour gagner de l'argent. C'est essentiellement de l'argent, des déstabilisations, potentiellement des idéologies politiques, religieuses. Alors, politique, hein, il y a certains pays qui sont bien marqués comme ça. Vengeance, sabotage, beaucoup sabotage. Très important la partie sabotage. On peut se poser maintenant la question des vecteurs. Les vecteurs pour pouvoir faire ceci. Alors on a la première chose qui est relativement simple, c'est ce qu'on appelle le déni de service distribué. C'est-à-dire on va bloquer un serveur web en faisant une attaque par beaucoup de monde, va envoyer des requêtes au serveur, tout le monde en même temps. Et le serveur n'étant pas dimensionné pour réaliser l'ensemble des traitements, il s'effondre. D'accord ? Et donc là, vous trouvez, alors les Anonymous en ont fait un certain nombre comme ça. Donc tout le monde, en même temps, va voir un site web et tout s'effondre. Très souvent, des malwares, avec des différentes façons de faire, donc des vers, des logiciels qui vont se reproduire à l'intérieur d'un réseau, potentiellement polymorphe. Dès qu'ils se sont exécutés une fois, ils changent, ils mutent et ils prennent une nouvelle signature. Donc si vous savez la signature d'un vers, eh ben, sa deuxième exécution, c'est plus la même. Il a changé. Vous ne pourrez pas le retrouver. D'accord ? Le virus, chevaux 3, etc. Alors quelque chose qu'on trouve très souvent, les RAT, Remote Access Terminal, les outils d'accès à distance. Alors beaucoup d'objets maintenant sont accessibles via le web. D'accord ? Via Internet, vous pouvez administrer. Alors typiquement les imprimantes. Regardez les imprimantes en réseau. Eh bien, si vous voulez les administrer, vous avez un petit serveur web dedans, vous connectez, puis vous regardez le nombre de feuilles qui restent, le tonnerre, etc. Très simple. C'est très simple pour administrer. N'importe qui va pouvoir rentrer. D'accord ? Les feux de circulation sont accessibles à distance. N'importe qui, s'il connaît les mots de passe, les login passwords, pourrait rentrer dedans. D'accord ? Quelque chose de très difficile, c'est ce qu'on appelle les zero days. Une faille dans un système qui n'est pas encore connu. N'étant pas encore connu, il faudra au moins 24 heures à l'éditeur ou 48 heures pour trouver le bon patch. L'attaquant a 24 heures pour attaquer tout ce qu'il veut. Et là, complètement démuni. D'accord ? Social engineering. On verra que la majeure partie des attaques démarre bêtement par des attaques comme ça. Je t'envoie un mail, regarde la photo de mon petit dernier, clique là. On le sait tous, jamais faire ça.
vous verrez le nombre d'attaques qui ont été réalisées comme ça. Alors on va utiliser un certain nombre d'outils, certains sont plus complexes, hein, et généralement ça va être une conjonction d'outils. On ne va pas utiliser un seul outil, on va utiliser plusieurs techniques, plusieurs systèmes. Et tous les pays, alors 94% des pays participent. Ils participent, mais pas forcément volontairement. C'est-à-dire que pour qu'un attaquant puisse être non visible, il va faire rebondir son attaque par des serveurs, voilà, un petit peu partout dans le monde. Comme ça, on ne va pas pouvoir dire où ça vient de ce pays, où les vilains. D'accord ? Ça va passer par un peu partout. D'accord ? Oui. C'est ce qu'on appelle un proxy. Ça peut, c'est une forme de proxy, c'est ça. Le proxy étant je relais quelque chose. Et potentiellement, il fait proxy sur une attaque. D'accord ? Alors on peut classer les attaques suivant 4 grandes familles. La première, c'est la cybercriminalité. Là, l'objectif est très clair, pépette. On gagne des sous. D'accord ? C'est quelque chose qui est vraiment en train de gagner du terrain. Il y a énormément d'argent qui circule en cybercriminalité. Et alors, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information appelle ça du CAAS, Crime as a Service. C'est vraiment, on fait de l'argent. D'accord ? Et c'est vraiment ce qu'on trouvait auparavant dans les rues, hein, des gens qui vont vous rançonner, qui vont essayer de vous extirper de l'argent. C'est tellement plus sain d'être chez soi, dans un fauteuil, derrière une machine, et aller pomper de l'argent à quelqu'un. En particulier, on s'est tous plus ou moins fait piéger un jour par les ransomware. Vous n'avez jamais eu une petite page à ce que votre écran, tout est bloqué. Police nationale, votre adresse IP est un tel, vous êtes à telle ville, voilà, et vous êtes prié de payer. Un taux. Personne ne s'est fait prendre là-dessus ? Ah, voilà. Moi, un jour, mon gamin m'a dit « Ah, papa, faut que je paye !» Et c'est quoi ces conneries ? Ah ouais. Le temps de comprendre, bah oui, c'est un ransomware. Alors grosso modo, vous allez voir, hein, c'est simplement, ça donne le look and feel de quelque chose de librement officiel. Hein. Adopi, gendarmerie nationale. Alors voilà, c'est jamais des grosses sommes, c'est une amende de 20 euros. 20 euros, allez, on paye. Et fin d'année dernière, en Roumanie, il y a une personne qui s'est fait rançonner comme ça, c'était 2000 euros qu'on lui demandait. Il s'est pendu. Pas capable de payer ces 2000 euros, il s'est pendu. Vous cherchez ransomware Roumanie. Voilà. C'est du crime. C'est du crime. Ah voilà, exemple de ce qu'on peut trouver. Donc là, vous voyez République française avec le beau logo. Hein. Par contre, là, ce qui devrait mettre la puce à l'oreille, c'est police nationale et gendarmerie. Bon, et puis notre président, vous avez un texte, donc on voit bien l'IP, votre adresse, on vous a repéré, hein, d'accord ? Vous avez le pays, la ville, votre fournisseur de services, votre système d'exploitation, vraiment, il y a toutes les informations, d'accord ? Bon, si on s'aperçoit, hein, ça c'est des choses que vous diffusez tous les jours. Hein. Dès que vous faites une requête, vous envoyez ça comme information. Donc, ça, c'est pas quelque chose de très important. Sur la droite, voilà, va falloir payer, alors là, je ne sais pas combien c'est, voilà, 20-30 euros, d'accord, vous cliquez, hop, c'est payé. C'est fini. Votre système ne va pas être débloqué. Il va vous débrouiller, hein. C'est un ransomware, hein. On vous rançonne. Alors ça, vous faites très attention, hein. Dès que vous trouvez un truc comme ça, avec des fautes d'orthographe, il faut payer en même temps, marche pas, hein. Ne jamais payer. Alors vous voyez ça, c'est en France. Ça, c'est en Angleterre. Le texte est en anglais, vous payez la même personne, c'est la police britannique, il y a la reine d'Angleterre. Hein, vraiment, c'est exactement la même chose. Donc, il y a quelqu'un qui fournit un service. J'affiche quelque chose dans la langue de l'ordinateur. Je connais la langue de l'ordinateur, je change le texte. Je connais le pays, je rajoute le bandeau au-dessus qui va bien. Et de façon en partie droite, vous payez au même endroit. D'accord ? C'est vraiment une organisation criminelle qui est dédiée à ça. Alors si l'Angleterre ne vous suffit pas, je peux vous proposer le même aux États-Unis. Vous voyez, exactement le même. J'ai trouvé celui de la Roumanie, exactement le même.
Donc là, c'est vraiment une organisation criminelle, d'accord, qui ne fait que ça, qui analyse l'adresse de votre réseau, de votre machine, trouve le pays, trouve la langue, change son texte en fonction d'eux, et vous demande de payer. Alors, ça ne marche pas souvent, mais sur les milliers et des milliers de personnes qui sont infectées, on fait beaucoup d'argent. Bien, donc ça c'est les ransomware, et puis on va trouver le phishing. D'accord. Donc le phishing, c'est ce qu'on appelle le hameçonnage, donc on vous prend, voilà, bêtement. Alors, j'ai regardé ma boîte mail juste avant de venir pour vérifier. C'est hallucinant, hein, le nombre de choses comme ça. Alors ben voilà, vous avez, ça ressemble vraiment à une entreprise bien pro pourrait vous envoyer. Malgré tout, vous trouverez des fautes d'orthographe. Alors la chose qu'il faut bien regarder, là vous avez un lien hypertexte, d'accord. Si vous faites clic droit de la souris, vous allez voir que ça c'est ce qui s'affiche, et ce que vous cliquerez, ce sera ça. Ça étant différent de ça, vous jamais cliquer. D'accord. Bouton droit sur le lien, vous regardez si ce qui est affiché sur le lien est bien ce qui va être envoyé. Si ce n'est pas le même, pas de problème, c'est du faux. De toute façon, dites-vous bien, si on vous demande un code, si on vous demande de payer quoi que ce soit par mail, tentative d'hameçonnage. D'accord. Donc ne jamais, on a perdu vos logins, mots de passe, jamais. D'accord. On ne fournit jamais un login, on ne fournit jamais un mot de passe, jamais. Bien. Donc la cybercriminalité, ensuite on va avoir les botnets, hein, ce qu'on appelle les zombies. Et probablement, vous êtes tous, vos PC sont tous zombies. C'est quoi un PC zombie? C'est un PC qui va se conduire comme un vrai PC. Il ne fera rien de mal. Simplement, il a une petite porte ouverte. Vous allez à un moment donné charger quelque chose qui va rester dans votre machine et qui va attendre une commande. La commande va venir d'un serveur, elle va exécuter ce que vous faites. Elle va exécuter quelque chose. Généralement, c'est l'envoi de mail. Vous avez tous reçu du mail pour du Viagra, des pilules, des tas de conneries comme ça. D'accord. Deux gens qui ont l'air des adresses tout à fait correctes. Simplement, le PC est un zombie. D'accord. Et donc, vous avez des gens qui louent 100 000, 200 000 PC. D'accord. Donc, vous passez commande, allez, prix du Viagra au Canada, blablabla, et hop, 200 machines vont être infectées, 200 machines vont envoyer des mails sur toute la liste des contacts, et voilà. D'accord. Donc, on loue vos machines. D'accord. Possible aussi, c'est alors le brute forcing. Donc c'est ce qu'on a vu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est le cassage des clés cryptographiques. Ça, c'est hyper dangereux. Hein, donc l'idée, c'est d'utiliser des milliers et des milliers de machines pour exécuter une fraction du calcul, d'accord, et arriver à casser cette exponentiation parce qu'on va disposer de milliers d'ordinateurs. Bien souvent aussi, vous trouverez ce qu'on appelle des keyloggers. Je regarde ce que tu frappes. Vous ne savez pas, simplement, dès que vous frappez quelque chose, tout est enregistré et tout est envoyé. À un moment donné, vous frapperez votre code secret. D'accord. Donc bien se méfier des keyloggers. Okay. Et puis, tout ce qui va être transactions électroniques, et ça, c'est notre domaine de recherche à l'Université de Limoges. Maintenant, on peut parler de cyberespionnage. Donc on a vu la cybercriminalité, on se fait de l'argent sur le dos des gens, différents moyens. Cyberespionnage, c'est essayer d'acquérir de l'information qui m'aiderait, moi, pour développer quelque chose. Je veux développer un prochain avion de chasse, pourquoi je vais m'embêter à payer des ingénieurs, alors qu'il suffit d'aller dans le bureau d'études de la société Tartampion, récupérer l'ensemble des plans, et faire ce qu'il y a avec. Le cyberespionnage, c'est pas pareil que la cybercriminalité. C'est bien récupérer des choses à des fins industrielles. D'accord. Alors, ce sont des attaques qui sont très discrètes. On en entend rarement parler. C'est aller sur des machines, récupérer de l'information sensible, qui peut être des business plans, qui peut être des informations économiques, ça peut être plein de choses. Tout ce qui va aider une entreprise à accélérer son développement. Donc, une fois que le verre est dans le réseau, eh bien, on parlera toujours d'exfiltration des données, donc c'est aller rechercher les informations qui vont bien sur les bonnes machines, les renvoyer à travers différents serveurs pour aller sur
l'attaquant. Et ce qu'on verra bien, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle des APT, donc ce sont des attaques silencieuses. Donc les vers vont être extrêmement furtifs, ils ne vont absolument pas se laisser voir. Donc vous ne verrez jamais consommation anormale du CPU, jamais consommation anormale de la mémoire, tout est propre. Le ver va lui-même modifier le système d'exploitation pour ne pas que, si vous lancez les processus, la tâche des processus, encore combien il y a de processus, il va se retirer de là. Il se retirera de la mémoire, etc. Vous ne pourrez pas le voir. Donc, ce sont des vers qui manipulent votre système afin d'être très furtifs. Alors si on regarde en cyberespionnage, c'est là où c'est toujours très amusant. Donc en 2000, c'est toutes les infrastructures militaires américaines. 2003, c'est Titan Rain. Titan Rain, c'est les laboratoires de recherche plus ou moins liés à l'armée, et les entreprises de l'armée américaine. 2008, c'est le département de la défense américain qui a été attaqué. 2009, c'est l'attaque Night Dragon. Alors Alain, d'où ça venait? Très difficile à dire. Quand on voit les cibles, c'est des compagnies pétrolières pétrochimiques US, Kazakhstan, Grèce. Très difficile à dire d'où ça venait. En 2010, opération Aurora. Donc l'opération Aurora, récupérer les comptes Gmail chez Yahoo, essentiellement, rapporté là-dessus. Essentiellement, les comptes qui ont été piratés étaient des comptes de résidents chinois qui, visiblement, n'étaient pas dans la politique, dans le mainstream de la politique du gouvernement. Et derrière, d'autres compagnies ont été attaquées. Bercy a été attaqué en 2011, juste avant la préparation du G20. 2012, l'Élysée. Une affaire sur laquelle on a très peu causé. Le ver Gauss, et alors là pour une fois, c'est Israël qui était la cible. Généralement, Israël a des capacités suffisamment fortes pour être au contraire à l'attaque, et cette fois-ci c'est eux qui ont été visés. J'ai jamais su quelle était l'origine. Et Red October l'an dernier qui a infecté beaucoup de sites de recherche, beaucoup de sites liés à l'industrie nucléaire aussi. Et ce qui était utilisé, alors généralement ce qui est utilisé, du phishing, chargement de récupération de login mot de passe, exécution aller télécharger un ver, l'exploiter à l'intérieur et récupérer les informations. Alors vous allez me dire, oui mais c'est vraiment dur de faire ça. Vous allez sur ce site-là, par exemple, vous en trouvez des dizaines. C'est écrit en chinois. Sur lequel là, vous avez énormément d'attaques qui sont toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à les prendre, les essayer. D'accord? Il y a un business derrière. Donc là, c'est des attaques qui, à mon avis, ne doivent pas très bien marcher. Si vous voulez des attaques qui marchent, c'est simple. Vous prenez contact, vous payez, et vous avez des bonnes attaques qui fonctionnent. Alors, il nous reste un certain nombre de choses. Eh bien, donc on a eu l'Élysée. Alors, l'attaque de l'Élysée, on soupçonne nos amis outre-Atlantique. Alors, c'est jamais que des soupçons, il n'y a jamais de preuves, simplement. On présume que c'était ça. Donc, un certain nombre d'individus ont été repérés parce qu'ils étaient dans un réseau social. Ils étaient tous ensemble, donc ils se connaissaient. Donc les gens ont utilisé cette information-là pour piéger une personne par rapport à l'autre. Regarde, j'ai eu la photo de... Tu peux aller la regarder. D'accord? Donc à partir de là, les personnes se connectaient. Ensuite, à l'intérieur, ils se connectaient sur quelque chose qui donnait l'impression d'être le réseau interne de l'Élysée, donnant le login, le mot de passe, récupérer le login, le mot de passe, on prenait leur place, on chargeait quelque chose, et c'était terminé. Et là, collecte, clavier, caméra, et fichiers. Donc, écoute, visualisation de ce qui se passait, et récupération des fichiers. Et derrière, impossible de savoir où ça allait, beaucoup trop de serveurs sur lesquels ça transitait. Sabotage. Le sabotage, donc ça, c'est quelque chose qui est
probablement la chose la plus délicate en ce moment. Donc on a eu Saudi Aramco, donc compagnie pétrolière en Arabie Saoudite, en un week-end, 30 000 machines, serveurs et PC, disque dur, effacés. Là, pour remettre en place une architecture complète, restituer toutes les données, c'est énormément de perte. Et puis surtout, c'est Stuxnet. Donc Stuxnet, c'est l'attaque contre les centrales iraniennes, quelque chose de très très complexe. C'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du zero day. Donc les gens connaissaient une attaque que personne ne connaissait. Driver signé. Donc on a fait charger aux individus des drivers, des composants logiciels qui avaient une signature cryptographique officielle. Donc ces personnes-là ont eu accès aux clés officielles. Ou alors ils ont réussi à casser les clés et ils s'en sont servis. Et là, ça a été la première fois qu'on a eu des attaques sur des automates industriels. Pas des ordinateurs, des automates de pilotage de processus industriels. Donc c'est quelque chose qui est resté 2 ans avant d'être détecté, et ça a porté sur ce qu'on appelle les SCADA. Vous verrez aujourd'hui, si vous faites un peu de Google, cherchez SCADA et vous verrez, c'est très chaud en ce moment sur les SCADA. Donc c'est des pilotages de processus. Simplement, pour que les choses se fassent simplement, c'est connecté au réseau. Il y a un serveur web dedans. Voilà, c'est très simple à administrer. Et ça, c'est ça qui a été piraté. En plus, rajouter une faiblesse sur les mots de passe. Et là, on est dedans. D'accord. Donc ça, c'est ce qui pilote aujourd'hui tout ce qui va être gestion de l'eau. Vous pouvez y aller. Commande de navire. Un navire, aujourd'hui, c'est du... la barre qu'on tourne, etc. Non, aujourd'hui, c'est des automates qui pilotent la chaudière, qui pilotent quelque chose. Si vous rentrez à l'intérieur de ça, vous pouvez faire des dégâts. Et la cybersurveillance, alors ça, on pourrait dire, la cybersurveillance, oui, finalement, pourquoi pas, l'État nous protège parce qu'il a besoin de se protéger, et bon, c'est normal, ça peut être normal. Normal, pas normal, chacun aura son opinion, ça n'est pas la question. Mais c'est surtout donc, la révélation de Prism par Snowden. Donc on se doutait que certains pays, les États-Unis, via la NSA, espionnaient. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, il y avait collecte de données. Donc, ceux qui transitent sur les réseaux collectent de ce qui transite sur le téléphone. Et cette semaine, c'est mardi, il y a eu l'annonce comme quoi un pays, je ne sais pas lequel, 100% de ses communications téléphoniques ont été enregistrées. 100% de ses communications téléphoniques. C'est hallucinant. Quand mon gamin m'appelle, c'est enregistré quelque part, en dehors de mon pays. Ça. Bon. Et on s'est aperçu que l'ensemble des entreprises participant au cloud, comme Google, Facebook, YouTube, tout ça participait plus ou moins, en disant officiellement non, je ne suis pas de ça, mais visiblement si, ça participait. Allez, ça c'était jeudi. Orange, on apprend que Orange travaille avec les services de l'État. Bien, après on peut se poser la question, ok, on est bien surveillé, mais c'est qui est derrière? C'est qui le pays qui nous attaque? Très difficile, on ne peut pas dire. Là, on passe à travers tellement d'interfaces, c'est très très difficile. En plus, vous avez vu, avec les botnets, potentiellement c'est vous, ça transite chez vous avant de repartir ailleurs. Vous participez à ces espionnages et tout ça. Alors évidemment, il y a des États qui sont pointés du doigt, bien sûr, on voit bien. La Chine très souvent pointée du doigt. Alors il y a un bâtiment à Shanghai, que tout le monde dit c'est l'armée populaire, et c'est là. Et ça, là-dedans, il y a du monde qui travaille. D'accord. Alors par contre, il y a eu une étude statistique des horaires d'attaque, ça c'est très amusant. Donc les gens se sont posés des questions, quand est-ce qu'il y a le plus d'attaques dans la journée?
Et alors ça, très surprenant, on s'aperçoit qu'il y a des fuseaux horaires dans lesquels c'est là où il y a le plus d'attaques. Corrélé avec les jours de congé. Hop, vous éliminez d'autres pays. Et là, on s'aperçoit que certains pays sont clairement pointés du doigt. Par contre, après, c'est un État où ce sont des individus qui sont payés par l'État, ou c'est vraiment que des individus isolés, difficile à savoir. Okay. En URSS, jamais un hacker ne sera intercepté par la police. Jamais. Il y a des hackers ont pignon sur rue. Voilà. J'en déduisez ce que vous voulez. Bien. Se protéger des attaques, alors pour une entreprise, il y a un certain nombre de règles, il y a des documents qui sont publiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut protéger, quels sont les biens à protéger. Se poser des questions en termes de non seulement d'informatique, mais qu'est-ce que ça implique pour mon personnel, etc. Il y a des normes, il y a des méthodes, tout est normalisé, la sécurité est normalisée, il faut appliquer ces normes, etc. Bien souvent, on a beaucoup d'outils qui ne sont pas très bien configurés, donc il faut bien faire attention à la configuration des outils, et surtout sensibiliser les individus. D'accord ? Bien leur dire, tu ramènes rien dans une clé USB dont tu n'es pas sûr. Pendant tes heures de travail, tu ne vas pas sur Internet, sur tel ou tel site, etc. Il faut bien le dire, mais des fois on s'aperçoit que, même ce qui nous semble évident au sein de l'entreprise, qu'à la limite on fasse chez nous, dans notre propre environnement, ça c'est notre problème, malgré tout, ça se retrouve quand même à l'extérieur. Une démarche personnelle pour vous, pour tout un chacun, un mot de passe complexe. Un mot de passe complexe. Il a au moins 8 caractères, il a des chiffres, des minuscules, des caractères alphanumériques. Vous n'avez pas ça, il est mort. D'accord. Moins de 8 caractères, il est mort. Au moins 8 caractères. D'accord. Jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Alors je vous le dis, je ne le fais pas. C'est très embêtant d'avoir un mot de passe pour tel truc, voilà, on va cahier, là, tel service, j'ai tel mot de passe, il faudrait le faire. Il faut vraiment le faire. Typiquement, vous cassez un serveur, vous récupérez les mots de passe, allez sur Facebook, allez sur Gmail, etc. Vous cassez tout. Voilà, c'est généralement le même mot de passe utilisé partout. Jamais faire confiance au mail. S'il te plaît, donne-moi ton code de carte bancaire. Et ça marche. Vous avez des données personnelles, vous les laissez sur Internet. Est-ce que vous avez vraiment besoin de laisser ces données? Posez-vous la question. Et puis, donc on a deux phénomènes qui arrivent depuis quelques années. Donc, première chose, c'est une modification des usages avec ce qu'on va appeler le Bring Your Own Device. C'est tellement simple d'avoir sa tablette, on l'utilise à la maison, on va à l'entreprise, on se connecte au Wi-Fi, et on fait des choses. Et oui, mais à la maison, vous avez un comportement qui n'est pas forcément celui de l'entreprise. Et donc ça, c'est un problème. Et c'est très difficile pour la personne qui va s'occuper de la sécurité info, aller dire au patron, non, votre smartphone, vous le connectez pas au réseau de l'entreprise. Le patron, il va lui dire, attends, moi le patron, je fais ce que je veux. Là, je plains le responsable du service informatique. Il va falloir lui expliquer qu'il y a des usages, il va falloir les respecter. Et puis deuxième, on va venir dessus, c'est le cloud computing. D'accord. Et donc, c'est vraiment des risques. Alors, on va voir que le cloud, c'est pas forcément neuf. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre parler. Allez-y, tapez ces deux mots-là, ils sont à rajouter big data. Alors là, vous avez ces trois mots, cloud computing, big data, et là, on brille en société. C'est vraiment très bien compris. Bien, je voudrais parler maintenant du cloud. Donc, sans être un angliciste performant, le cloud, c'est le nuage. Le nuage parce qu'on ne sait pas trop bien où c'est. Est-ce que dans la salle, c'est un truc que je joue avec mes étudiants, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui est prêt à me donner une définition, combien de personnes sont prêtes à donner une définition exacte de ce que c'est que le cloud computing? 1, 2, 3, 4, 5, généralement on tombe à 10%. Pas plus. Vous êtes 10%
à peu près bien savoir ce qu'il y a derrière. Alors c'est quelque chose de très ancien. Quand j'ai débuté ma carrière dans les années, fin des années 70, dans l'aéronautique militaire, on n'avait pas de sous pour s'acheter des gros calculateurs, donc on louait ce qu'on appelle du time sharing aux États-Unis, on faisait nos simulations aux États-Unis. Donc on louait un bout de temps, un fragment de temps, on faisait faire les calculs sur les machines là-bas, et ils nous renvoyaient, nous rapatriaient les résultats, permettait d'avoir les résultats d'un calcul très complexe à très faible coût. Et ça, c'est exactement ça, le cloud. Je n'achète pas le logiciel, je le fais faire ailleurs et je loue le temps. Dans la différence entre j'achète et je loue. Donc vous n'installez rien sur votre système propre. Vous allez avoir accès à de l'Internet. Et donc, Gmail, Picasa, Facebook, iTunes, tout ça, c'est du cloud. Il n'y a rien chez vous, c'est ailleurs. Y a-t-il quelqu'un qui n'utilise aucun de ces mécanismes-là, aucun de ces logiciels? Voilà. Il y a 10% de la salle qui sait ce que c'est que le cloud, il y en a 99% qui l'utilisent. D'accord? Vous êtes utilisateur du cloud computing. D'accord? Vous utilisez des services qui sont ailleurs. D'accord? Ils ne sont pas sur votre machine. D'accord? Monsieur Jourdain, voilà, c'est vraiment ça. Je fais du cloud sans le savoir. Donc l'avantage, c'est très bien parce que je n'ai pas acheté le logiciel, je n'ai pas à passer par la compta, je n'ai pas à passer par les marchés publics, rien de tout ça. Je vais acheter un bout de calcul quelque part. Paiement à l'usage, donc je vais amortir tout tranquillement ce que j'achète. Toujours disponible, je n'ai pas à m'embêter avec la maintenance, pas de mise à jour de logiciel. Fournisseur de services, il charge de ça. C'est pas mon problème. Pas mon problème s'il faut faire des backups, ça, il le fait. C'est garanti par contrat. Problème, problème de sécurité. Quand vous êtes chez vous, vous savez votre sécurité. Vous connaissez qui a le droit de rentrer dans cette salle, qui a le droit de faire ceci, qui a accès au serveur. Donc vous connaissez votre administrateur système, c'est lui qui est responsable, c'est qui sait faire. Là, dans le cloud, c'est quelqu'un dans une entreprise quelque part où ça. Ça va dépendre. Si dans votre contrat vous avez spécifié doit être sur le territoire national, vous savez que vous êtes en France. Si vous n'avez rien spécifié, c'est peut-être au Kazakhstan, en Chine, quelque part dans le monde. Et puis, les données, elles appartiennent à qui? Comment vous pouvez gérer ça? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir toujours accès à vos données? Voilà, donc vous avez potentiellement, vous n'avez pas de maîtrise du lieu d'exécution des programmes, ni même du stockage de vos données. En France, quand on va manipuler des données à caractère personnel, il y a un cadre réglementaire. Il y a une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté. Il y a une loi européenne qui stipule que toutes les données personnelles des individus ne peuvent quitter l'Union européenne. Vous avez toutes les lois concernant le commerce électronique, tout ce qui concerne finalement la fiscalité, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de cadres réglementaires. Et puis vous vous retrouvez avec des nations qui ont des cadres réglementaires qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Voilà, le Patriot Act aux États-Unis, qui autorise les autorités américaines, NSA, à procéder à des contrôles sur des serveurs hébergés aux États-Unis. Il y a des limites, on peut comprendre, ou à l'étranger. Moins bien. Si Google a des serveurs en France, je mets mes données en France. La loi européenne dit mes données sur un serveur en France, en Europe, ne peuvent pas. Ah oui, mais la loi américaine dit pas si. Et FISA, qui est Foreign Intelligence Surveillance Act, qui dit tous les étrangers aux États-Unis, on peut récupérer toutes les données sur. Vous voyez, il y a des cadres réglementaires qui ne sont pas en phase. Et puis c'est la loi du plus fort. Si la NSA dit je veux, elle veut. Alors, après on peut se poser la question, mais d'accord, et là mes données vont être où? Elles vont être dans des fermes de calcul, ça s'appelle un data center. C'est une grande propriété, bien clôturée, avec des générateurs pour fournir de l'électricité, des fibres, etc. Et puis tous les serveurs sont rangés là-dedans. Avec très peu de personnel pour maintenir, tout est fait à distance dans un autre pays généralement. Et puis on s'aperçoit, vous voyez maintenant, si vous êtes sûr de vos données, la Suisse loue des bunkers. Donc
Donc dans le bunker, vous êtes sûr d'être réfrigéré, d'avoir une porte blindée, 50 cm d'épaisseur, une bonne fibre qui arrive. Et là, vous êtes sûr, il n'y a qu'un seul point d'entrée. Donc s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le data center, il faut franchir l'entrée du bunker. Ah, le problème dans ces data centers, c'est qu'il y a la fibre qui arrive et toutes les coms arrivent là-dessus. Ah, c'est ça, pour un pays qui aimerait bien écouter, voilà, tout est là. Pas la peine d'aller écouter un petit peu partout, il suffit de se mettre sur un data center, d'écouter. Et puis le matériel de communication, généralement les chips, les composants électroniques, c'est du made in China. Est-ce que le composant électronique fait bien ce qu'il dit qu'il va faire? Qui en a la preuve? Très difficile à savoir. N'y a-t-il pas un cheval de Troie hardware dedans? Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça bosse énormément pour savoir méthode pour ouvrir les chips et vérifier que le circuit correspond bien à sa spécification. Alors, en quoi c'est différent le fait d'avoir du cloud? Vous avez un problème de disponibilité du réseau. Voilà, le réseau est down parce que vous avez une attaque en denial of service. Et potentiellement, ça c'était Amazon qui s'est effondré. Ici, c'était Gmail qui s'est effondré. Vous allez en retrouver très souvent. Le réseau s'effondre. Donc vous avez acheté un service, vous n'avez pas accès. Parce que quelqu'un a fait une attaque dessus et a fait tomber le réseau. Le pire, c'est perdre ses données. Ah oui, vous mettez toutes vos données. Imaginez la paye. La paye est externalisée sur un serveur quelque part et voilà, vous perdu. Alors, ok, c'est très rare, mais il s'est trouvé que Télécom Mobile, donc le numéro 1 allemand de téléphonie mobile, voilà, son service Sidekick, ils annoncent, on a probablement tout perdu. Vos agendas, vos réunions, vos préférences dans votre jeu préféré, tout perdu. On a probablement tout perdu. Ok. 15 jours après, on n'a pas tout perdu. Ils ont réussi avec le BR à restaurer un certain nombre de choses. Mais voilà, c'est un risque. Il faut savoir, c'est plus vous qui gérez la sécurité, qui gérez tout ça. Alors la limite de ça, vous avez un discours marketing, mon cloud est meilleur que le vôtre, etc. Vous avez les problématiques d'État. Est-il possible d'avoir un cloud français? Donc il y a eu deux propositions, l'une où il y avait Dassault, Orange, il y a eu deux propositions pour faire un cloud français, fait en France, avec du matériel français, d'accord, et où on est à peu près sûr de ce qu'on va mettre dedans. Et puis, il y a la vraie vie, c'est que, vous voyez, la NSA, comme dit, donne des data. Donne des data. Alors, évidemment, quand c'est paru dans les journaux, Google a aussitôt annoncé, je chiffre. Tout ce qui rentre et qui sort est chiffré. Désormais, tout ce qui rentre et qui sort est chiffré. D'accord? Donc, vous évitez le petit boîtier sur la fibre à l'entrée. D'accord? Mais à l'intérieur, c'est stocké en clair. Quand même un effort. Ces entreprises qui font du cloud vous assurent qu'on fait des efforts pour garantir de la sécurité. D'accord? Et puis, vous avez beaucoup de données qui sont stockées à l'intérieur et évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui va aider les attaquants. Alors, c'est chiffré, mais c'est chiffré avec des longueurs de clés. Vous n'avez pas le droit, rappelez-vous, alors ça, les élèves ne l'ont pas dit, la cryptographie est une arme. C'est une arme. La cryptographie est une arme, classifiée, comme une Kalachnikov, un sous-marin, un missile, c'est une arme. C'est réglementé. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'utiliser une clé plus grande que 4000 bits. D'accord? Il y a tout un cadre qui donne des longueurs de clés maximales à utiliser en France, etc., dans différents pays. Donc si vous avez le maximum de clés, c'est que l'État, etc., est capable de casser jusqu'à. Bien ça, c'est bien. Pas se faire d'illusions. Alors, je voudrais terminer avec l'autre cloud. C'est quelque chose de neuf. C'est le cloud gaming. Cloud gaming. Ah ouais, c'est pour jouer, pour faire des jeux, pour jouer, non pas sur sa machine, mais sur des serveurs. Finalement, ouais, c'est vrai.
j'ai pas acheté la dernière console à la mode, j'ai pas à m'embêter à aller chercher la dernière version du logiciel, ce sera toujours la dernière version que j'aurai, plus d'incompatibilité, plus besoin de configurer le truc. Ouais, c'est pas mal finalement, voilà. Je le commence à la maison, c'est ma super Smart TV, je vais dans le métro sur mon téléphone, je continue de jouer, j'arrive au bureau, on va finir la partie sur mon PC de bureau, et puis voilà, c'est pas mal, hein, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un petit truc marketing qui marche bien. Et donc là, vous vous doutez bien, on est en train de vous arnaquer. S'il y a ça, c'est qu'il y a un loup derrière. Le loup, c'est que c'est l'éditeur qui a la main sur ce que vous jouez, sur ce à quoi vous jouez. C'est lui qui décide. Il décide quels sont les jeux qu'il va mettre. D'accord. Un jeu qui n'est pas rentable, il le retire du catalogue. Vous avez acheté des jeux, il refuse, il s'arrête, c'est fini, vous avez perdu. Alors les jeux gratuits, évidemment, ils seront moins chers que les autres, mais vous n'aurez plus la possibilité d'avoir vos propres jeux avec vos réseaux. Si vous voulez faire customiser vos jeux, vous voyez des tas de trucs comme ça, c'est terminé. C'est standardisé, c'est comme le vin, maintenant il va devenir standardisé. Vous ne faites que ça. Vous n'avez pas droit à autre chose, d'accord. Et puis vous êtes obligé d'avoir une connexion. Sans connexion, point de jeu. Alors on peut se dire, ça c'est pas très grave, hein, finalement, la connexion maintenant on en a partout. On a de la 4G partout. On a de la 4G, et puis on a du réseau à la maison, il y a du Wi-Fi un peu assez souvent, donc c'est pas un gros problème. Et puis un problème de sécurité. Là, dans les jeux, vous allez trouver des zones de chat, où on peut s'échanger, on peut causer, etc. On peut s'échanger des choses. Et on s'est aperçu que c'était des endroits où les gens communiquaient des choses pas forcément très catholiques. C'est un lieu d'échange d'informations stratégiques. D'accord. Typiquement, c'est le genre de choses que la NSA surveille. Les jeux, c'est surveillé. Parce que c'est un endroit dans lequel on n'imagine pas qu'on peut passer échanger de l'information. Chatter dans un jeu, vous passez de l'information. Voilà. Donc, le jeu dématérialisé, voilà, ça commence, ça démarre. On va sortir de nouvelles cartes graphiques pour les serveurs. C'est les serveurs sur lesquels on va booster les systèmes. D'accord. Et puis, l'essentiel aujourd'hui, c'est les algorithmes de compression de données pour pouvoir arriver à faire passer plus d'informations dans le tuyau. D'accord. Et essentiellement, lorsque la fibre optique arrivera chez vous, le cloud gaming vraiment verra le jour. Alors vraiment très très fort. Alors je voudrais terminer donc dire que Internet ça ouvre le chemin de la connaissance, face blanche, face noire. Moi NSA j'ai de la connaissance, je pique vos affaires. Vous récupérez effectivement de la connaissance. Donc c'est vraiment dans les deux sens. La sécurité c'est un enjeu. Un enjeu pour votre vie privée, vos données, c'est à vous, elles vous appartiennent, d'accord. Et puis oui, ça va aller de pire en pire, donc on va avoir de plus en plus de réseaux, de plus en plus d'objets connectés. Vous voyez les voitures commencent à causer entre elles. On va avoir... on est habitué aux voitures qui causent via une carte SIM, donc qui causent avec de la 4G, donc là maintenant c'est simple. On cause bien. Il y a une expérimentation qui va se faire, je ne sais plus où en France, bientôt, sur une portion de je ne sais plus combien de kilomètres, sur lequel les véhicules seront interconnectés, ils vont causer entre eux. Et ils vont s'échanger de l'information sur le trafic, sur la météo, etc. Donc on voit qu'il y a de l'interconnexion de pire en pire, de mieux en mieux, je dirais, avec ça faut les deux faces. Et après, il faut voir ce qu'on fait avec. D'accord. Donc essentiellement, vous laissez beaucoup de traces sur Internet. Chaque fois que vous faites quelque chose, c'est un accès, c'est enregistré, c'est stocké quelque part. Vous ne faites pas d'illusions. Si vous laissez des traces, quelqu'un va les vendre. Votre profil à vous, vos habitudes intéressent beaucoup de monde. Vous êtes tous aperçus que quand vous naviguiez sur des sites, vous aviez des pubs très ciblées. Très ciblées. Et aujourd'hui, la bataille, c'est arriver à cibler au mieux les publicités. Alors j'ai appris qu'il y a une entreprise en Limousin qui est numéro 1 mondial sur le broking.
être broker, être intermédiaire en publicité. Vous allez sur une page, sur la page, il y a des trous pour faire de la pub, requête auprès du broker, il fait une offre, une enchère, qui veut mettre la publicité, donc il sait qui il doit cibler, les gens enchérissent, il prend la pub, il l'affiche en temps réel sur votre page, vous n'avez rien vu. Il a négocié au passage, donc il s'est pris, et ils ont réussi à mettre la meilleure offre pour vous. Alors forcément, c'est qui a le plus ciblé, mais la personne qui aura le plus payé. D'accord. N'oubliez pas, la téléphonie est sous écoute. Donc voilà, Mystique, c'était il n'y a pas longtemps, 20 mars, on est le 22, il y a 2 jours, voilà, c'est le jeudi. Donc Mystique qui a été révélé par Snowden. Et essentiellement, donc, Snowden a au moins une chose très importante. On aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Il nous a vraiment dit, ça existe. Et là, on le sait, ça existe. Vous le savez, tout le monde le sait maintenant. On ne peut plus dire, j'étais pas au courant. Vous savez, vous laissez des traces, on vous écoute. D'accord. À partir de là, vous agissez en fonction d'eux. Vous laissez des traces sur Facebook, n'oubliez pas, ce que vous laissez ne vous appartient plus. Il y a eu une affaire, c'est Occupy Wall Street. À Occupy Wall Street, il y a eu des démonstrations, des manifestations à Wall Street. Il y a quelqu'un qui a fait un tweet avec une photo. Voilà. Il s'est aperçu de sa connerie parce qu'il y avait quelqu'un sur la photo qui n'aurait jamais dû y être. Il a demandé à le détruire immédiatement. Il a détruit sa photo. Il y a un juge qui a demandé à Twitter, je veux le tweet. Bien sûr, le tweet n'étant pas détruit. Il ne vous appartient pas. Il est stocké. Le juge a eu accès au tweet. D'accord. Ce que vous laissez, vous le laissez à vie. D'accord. Si vous mettez une photo de vous en train de boire, dans 20 ans, on vous la retrouvera. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes terribles de reconnaissance. Cette semaine, je crois, c'est Facebook qui a annoncé la capacité d'appairer les visages. Reconnaissance faciale. Donc vous présentez une photo, hop, il vous dit tiens, regarde, ici, sur tel ou tel site, il y a la même personne. D'accord. Mon fils un jour m'a dit, il écoutait une musique, je me demande c'est quoi le titre. Il dit je sais pas, bouge pas. Il passe le titre sur un service web qui lui dit ben voilà, le titre c'est ça, reconnaissance audio de l'origine du nom de l'auteur, etc. Il avait une composition à faire en dessin, voilà, son prof il a donné un dessin, il faut recopier ce dessin. La photocopie n'était pas bonne, c'est où? Je ne sais pas ce que c'est ce truc. La photo posée sur internet, il dit voilà, tel peintre, telle année, telle galerie où c'est exposé. Reconnaissance d'image, reconnaissance de voix, tout ça, c'est aujourd'hui, c'est du commerce. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pour des agences. Donc aujourd'hui, on sait reconnaître ce que vous dites, on sait reconnaître ce que vous faites, vos photos, etc. C'est pas pour vous dire que le monde il est horrible, simplement, il est comme ça. Il faut vivre avec. Voilà. Et dans l'Utah, à Salt Lake City, tout est inscrit pour tous les pays. Les Mormons ont négocié avec l'État français, l'autorisation de photographier les registres d'état civil déposés aux archives départementales. Pas le registre déposé dans l'église, celui déposé aux archives départementales en échange d'une bobine. Voilà. C'est le deal. L'État dit, j'ai pas les sous pour numériser. Et ça vous fait plaisir c'est un problème, c'est simplement. Alors, là-bas, ils débaptisent. C'est ça le principe, c'est retrouver ses ancêtres pour les débaptiser, les rebaptiser suivant le numéro. Oui, d'accord, mais... Voilà, vos informations. Alors, ce sont des informations qui appartiennent à l'État. Les archives départementales, c'est l'État français. Donc, c'est à nous. Ça nous appartient. Et
Et l'État a négocié, voilà, que ça puisse aller ailleurs. Donc voilà, c'est l'exemple de données qui sortent, qui vont à l'extérieur. Ouais, là, comme ça. Comme ça, quand on n'a pas de sous, ben, on échange. Oui. J'avais entendu parler du Darknet par rapport à tout ça, que c'est... Alors le Darknet, c'est à part ou... c'est un petit peu à part. C'est tout ce qui n'est pas accessible directement. Darknet, c'est un ensemble d'informations, d'accord ? Vous n'avez aucun moyen d'y aller tant que vous ne le savez pas, tant que vous n'avez pas l'adresse exacte. Alors typiquement, c'est exactement ce qu'ont dit les étudiants, c'est le secret par l'obscurité. Je ne vous dis pas où c'est, comme ça vous n'irez jamais. Alors ça, vous avez plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent d'aller chercher, d'aller retrouver des choses qui ne sont pas accessibles via un lien hypertexte. Il suffit de le savoir, si vous le savez, vous pouvez y accéder. D'accord ? Sur mon site à la fac, j'ai des tas de choses qui ne sont pas affichées, les prochains examens, etc., ne sont pas affichés. Voilà. Simplement, si quelqu'un veut bien fouiller, c'est ça, le Darknet, c'est le réseau, mais qui n'est pas accessible par un lien sans connaître ce lien. Est-ce que c'est pas par son réseau qu'arrivent aussi des attaques ou... Non, le Darknet, c'est vraiment les choses qu'on va s'échanger sans vouloir les mettre publiques. Alors, c'est pas qu'elles ne sont pas publiques, elles le sont. Tout le monde pourrait y accéder s'il avait l'information. Il suffit d'avoir un outil qui va scruter tout, ce qu'on appelle les aspirateurs de sites. Ça fait ça, ça va chercher tous les liens, ça reconstruit des liens qui n'existent pas, et voilà. Oui. Dans le but d'échapper aux écoutes sur Internet diverses, la France et l'Amérique, le fait de passer par des VPN qui sont établis dans des pays vaguement opposés à ces deux, comme la Russie. Alors, vous utilisez un VPN, en fait un VPN, Virtual Private Network, c'est un tube sécurisé, dans lequel ce que vous faites rentrer, vous pouvez écouter, mais c'est crypté. Comme c'est crypté, personne ne peut décrypter. Oui, donc ça, le VPN, c'est la bonne solution, lorsqu'on ne veut pas être écouté. Modulo que vous ne pourrez crypter qu'avec des clés d'une taille telle que... Ils peuvent être cassés, c'est ça? C'est pas qu'elles peuvent être cassées, c'est que la législation ne vous permet pas de... Oui, c'est ça, bien sûr. Enfin, la limite qui vous est assignée, Voilà, c'est la limite qui permet de casser votre clé. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, Oui. Comment vous savoir la longueur de la clé quand on est à l'attaque? Ça dépend de l'attaque que vous faites. Regardez celle que je vous ai présentée. Donc, quelle est la longueur de la clé? Pas un problème. La clé, vous la donnez. Il y a des attaques sur lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de connaître la longueur de la clé. Et puis, vous avez des attaques de la brute force. Vous êtes obligé de connaître la longueur. Donc, vous allez tout essayer. D'accord ? En vous disant bien, très certainement, le gars, il a utilisé le max de ce que j'ai autorisé. Il s'est mis à 2048, et je tente là-dessus. De toute façon, c'est ça, généralement, on est tous à la limite de ce qui est autorisé. pardon, vous disiez au début que, d'une autre façon, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, il faut être un bon hacker pour pouvoir se défendre des attaques. Mais qui forme les hackers? Est-ce que par exemple dans la gendarmerie, il y a des cyberflics, maintenant il y a des services spécialisés, par exemple à l'IRCGN, à Rony-sous-Bois, c'est aussi des très bons pirates, donc ils sont formés à ça. Ils sont formés. Alors il y a eu un appel d'offres de la gendarmerie nationale sur des formations en cybersécurité. D'accord. Donc ils en ont une qui est, je ne sais pas si c'est pas 3 qui a monté une telle formation, un truc comme ça. Vous avez à Lorient cyberdéfense. Voilà, il y a quelques facultés, universités, écoles d'ingénieurs qui se sont spécialisées en cyber quelque chose. Voilà. Et qui ont des liens très forts, gendarmerie, Saint-Cyr, voilà, sont liés. Ça veut dire que ces gens-là ont quand même des outils, sont compétents avec des moyens. Ils ont les mêmes que ceux qu'on a, nous. Oui, d'accord. C'est tous. Pardon. Je disais, c'est des termes à l'histoire du
Est-ce que Je parlais des gendarmes formés à être des pirates. les gendarmes vont se former avec les connaissances que nous, on leur donne. Oui, oui, d'accord. Après, ils vont extrapoler, ils ont leurs propres outils, ils sont autrement plus performants que les nôtres, ils savent faire des choses. Voilà, derrière, ils ont le complément de formation sur ce qu'eux, ils pourront faire en plus. Ça veut dire qu'ils sont aussi très contrôlés, du coup, normalement. Parce qu'ils disposent d'un arsenal, quoi. Oui, mais naturellement, je ferai confiance Mhm. naturellement. Non, je pense que... je vois mal... je pense qu'ils sont aussi contrôlés. Regardez dans toutes les séries américaines, l'accès à un fichier, tout est contrôlé. Et je pense que dans la vraie vie, ça va être exactement la même chose. Oui. Ce que j'ai entendu en tant que amateur, si j'ai bien compris, pour le citoyen lambda, la cybersécurité, c'est totalement illusoire. À partir du moment où j'ai sur un réseau, de toute façon, on sait pas. Voilà, dès qu'on est sur un réseau, la meilleure sécurité, ne pas avoir de port USB, ne pas avoir de lecteur de CD et débrancher son réseau Internet. Là, vous êtes à peu près sûr d'avoir quelque chose de sécurisé. Et après, c'est pas utilisable. Après, les antivirus, les anti tout ça. Si, ça sert, mais ce qu'il y a, c'est que le problème, par exemple, de la 0D, c'est que entre le moment où l'attaque est trouvée, vous avez du délai pour le trouver. D'accord ? Donc il faut patcher soit l'OS, il faut patcher les antivirus. Ça met du temps. Ça met du temps. Alors je crois que la moyenne, un réseau, un ordinateur va être attaqué 40 minutes après sa première connexion Internet. Voilà, vous n'allez pas survivre plus de 40 minutes. Vous serez attaqué. Voilà. Alors, à la maison, j'ai mon serveur de clichés des archives départementales. Donc je fournis un service de clichés. Et alors, quand je regarde les attaques, c'est toute la journée. Je suis attaqué toute la journée. Voilà, c'est comme ça. Tout le temps. Il y a 10-20 attaques par jour. C'est-à-dire attaquer, on vous pompe votre fichier, Ben c'est ça, on sent qu'il y a des adresses IP qui viennent et puis qui tentent des login mot de passe, ils m'en font une centaine, à me remplir mes fichiers de log. Voilà. Donc ça, les attaques, c'est tout le temps. Et c'est normal, c'est des outils automatiques, c'est des robots qui vont faire ça, donc c'est pas un individu derrière qui fait tiens, je vais attaquer toc. Non, tout est automatisé. Donc ça ne coûte rien en termes d'individus, de temps individuel. C'est juste du temps de calcul de machine. Du temps de calcul de machine, ça coûte rien. Et tout ce qui est banque en ligne, en effet, parce que moi je paye beaucoup par virement, et quand je rentre un RIB, la personne à qui je dois payer de l'argent, c'est ma banque qui m'envoie sur mon smartphone en me disant voilà, vous avez votre code, tapez ce code, comme ça vous aurez accès. C'est du 3D Secure. Si vous regardez bien, ça s'appelle Visa 3D Secure. On passe par deux médias différents. L'idée, c'est que l'attaquant, il doit attaquer deux trucs à la fois. Et là, la probabilité est vraiment très faible. C'est-à-dire que vous faites un achat sur un site web, potentiellement, on vous a vu, mais on va passer par le réseau GSM, qui n'est pas du tout le même réseau, d'accord, dans lequel on vous envoie un code que vous rentrez à nouveau. D'accord ? Et la petite fenêtre qui vous dit vous êtes d'accord pour payer telle somme avec telle banque, c'est pas le marchand qui l'affiche, c'est la banque qui l'affiche dans la page du marchand. Moi je parle de, c'est pas la page du marchand, c'est chez moi, sur mon site de banque, ma banque. Je rentre le RIB des gens que je dois payer, bien, et j'envoie le règlement. Je paye par virement. Où je suis payé par virement. Il n'y a pas de code envoyé par. Alors, la première des choses, d'accord, ok, donc là, il n'y a pas de 3D Secure. La première chose, c'est que vous devez être connecté d'une manière sûre avec votre banque. Donc, vous regardez, il y a un petit cadenas. C'est pas parce qu'il y a un cadenas que c'est sécurisé. On a vu des attaques, tout simplement, on affiche un petit cadenas. Donc, un, il y a le cadenas, première étape. Deux, vous êtes en HTTPS. Donc, c'est plus du HTTP. HTTPS, vous
vous êtes crypté. Il y a du RSA, on crypte. On crypte, et là, si vous avez bien configuré vos clés, bah, normalement, un attaquant lambda ne peut pas voir. Si c'est l'État, c'est autre chose. Un attaquant lambda. Non, dites-vous bien, l'État n'a aucun intérêt à casser ça. Enfin, l'État, juste, il va surveiller certaines catégories de personnes, c'est tout. Le reste, simplement, voilà, vous êtes en HTTPS, donc vous êtes à peu près sûr du tuyau VPN, ce qu'on disait tout à l'heure. Le tuyau entre la banque et vous, il est l'obtus, confidentialité des données. Voilà. Ceci dit, là, je pense que le risque est aussi grand que quand vous tendez votre carte bleue à une personne pour faire un règlement dans un magasin. Parce que par exemple, vous regardez votre carte bleue, il y a vos numéros. Normalement, le commerçant ne devrait pas avoir votre carte. Vous devriez l'insérer vous-même. Donc là, c'est geste anodin, vous fait courir au moins autant de risques que celui sur Internet. Alors, ça, c'est la possibilité de payer avec le numéro, enfin, avec les informations qui sont embossées sur la carte. Hein, vous savez, sur certains sites, vous pouvez juste donner le numéro de la carte, la date d'expiration, votre nom, vous retournez le cryptogramme. Bon, le cryptogramme, les élèves vont très bien vous le calculer, ça se calcule très bien. Bah oui, c'est le numéro, la date, votre nom, vous faites une fonction cryptographique et ça vous donne un hash signé, qui vous enregistrez sur trois chiffres. Donc, le cryptogramme, c'est le reflet de ce que vous avez sur la carte. Ça veut dire que vous êtes bien en possession de la carte. Hein, c'est pas quelqu'un qui a lu, c'est bien vous qui détenez la carte. D'accord? Donc ça, et vous pouvez payer juste en donnant donc, ces informations-là. Par contre, la responsabilité va être portée sur le marchand. Vous avez le droit de révoquer. L'opération n'a pas été protégée par un PIN code, elle est révocable. Vous avez le droit de dire, pas moi, j'ai pas fait, désolé. Et là, c'est le marchand, c'est pour lui. Alors évidemment, je vais en cours, je dis à mes étudiants, surtout, vous faites très attention, je rentre à la maison, 5 000 € en Angleterre. Wow. Putain, passez dans le rouge. Et en fait, j'avais mal surveillé. Donc, alors j'ai acheté dans un truc en ligne qui n'était pas en 3D Secure, je présentais juste mon numéro, et là, il y a quelqu'un d'indélicat dans cette entreprise-là qui a pris les numéros de carte, d'accord, le cryptogramme, mon nom, ma date, et puis qu'ensuite, il a envoyé ça en Angleterre. Il a fait un tout petit achat que j'ai pas vu, d'accord. L'achat étant bien passé, il a fait le gros. Et c'est fini. Appelez mon banquier, il dit qu'est-ce que je fais? Je révoque ma carte. Non, c'est bon, c'est terminé. C'est jeté. Ils l'ont jeté, vous n'en aurez plus jamais. J'ai surveillé parce que faire confiance à un banquier, je n'ai jamais été rattaqué une deuxième fois. Et ça, c'est voilà, vous donnez votre numéro, potentiel. Par contre, le banquier me dit pas de problème. Vous recrédite et celui qui a vendu du matériel informatique, tant pis. Voilà. Donc ça, c'est le risque du commerçant qui l'accepte en faisant un paiement comme ça. Oui. On le sait après, et les marchands, à l'origine de la fuite. Moi j'ai appelé, je lui ai renvoyé un mail, je lui ai dit quand même, pas très fun votre truc. Elle me dit, ah non, c'est pas chez nous. Ouais, c'est pas chez eux, c'est qu'on ne peut pas prouver. Hein, je sais juste que là je l'ai donné, le numéro, mais je ne peux pas prouver que je ne l'ai pas donné ailleurs. Donc, je ne peux rien dire. De toute façon, j'ai été remboursé. Bon, si vous n'avez plus d'autres questions. Les cartes bancaires qui ont on peut payer sans contact au niveau de. Ah, du NFC.